Bonjour à tous. Donc on m'a sollicité pour un exposé sur les sols équestres et leur impact sur le développement durable. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de définir un petit peu très rapidement ce qu'est le développement durable, du moins une définition française du développement durable. On parle évidemment de trois volets, un volet économique, un volet écologique et un volet social. Le dernier volet n'est pas forcément celui que je développerai le plus, puisqu'il appartient évidemment aux maîtres d'ouvrage qui décident de l'utilité de leurs investissements. Donc un sol équestre, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi a-t-on décidé de définir ce type de notion ? À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à sélectionner les différentes races de chevaux pour pouvoir mettre en avant une certaine génétique et pouvoir mettre en avant les éleveurs. Pour pouvoir sélectionner ces différents chevaux, il fallait pouvoir le faire sur différentes surfaces qui puissent faire cette sélection dans le respect de l'intégrité des différents acteurs. Bien souvent, pour ce type de surface, on se compare à la plage de marée basse, puisque bien souvent on essaye de reproduire, quelle que soit la discipline considérée, on essaye de reproduire cette plage de marée basse. Assez près de l'eau, on a quelque chose d'assez portant. Assez éloigné de l'eau, on a quelque chose d'assez profond, et donc il met plus les chevaux à l'effort. Donc en fonction des disciplines, on essaye de se rapprocher de ces présupposés-là. Donc on se rend compte très vite que les deux ingrédients principaux sont le sable et l'eau, au moins dans la version historique des sols équestres. On a une certaine diversité de sols équestres en France qui dépend évidemment de la discipline, qui dépend évidemment des usages et qui permet à chaque cheval, en fonction de ses aptitudes, de pouvoir s'exprimer pleinement. Évidemment, on n'aura pas les mêmes surfaces quand on considère le jumping, les courses de galop ou bien les courses au trot. On n'aura pas non plus les mêmes surfaces, qu'on soit dans l'ouest de la France, qu'on soit dans le sud de la France ou en Finlande. Et ces différentes aptitudes et ces différents sols permettent l'expression de ces différentes aptitudes. Et donc on essaye de conserver cette diversité, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a aucune règle, aucune norme, aucune règle de l'art pour la constitution de ces sols équestres. Donc revenons aux principaux ingrédients. J'ai évoqué tout à l'heure le sable et l'eau. Donc le sable, bien évidemment, depuis quelques décennies, on sait maintenant où les trouver, on sait maintenant où les extraire, quelle que soit la discipline considérée. Pour le jumping, on en a parlé tout à l'heure avec le premier intervenant, tous les sablons blancs sont surtout issus de la région de Fontainebleau. On en a dans le sud-est de la France, on en a dans le sud-ouest aussi. Et on commence à en trouver un petit peu dans la région. Pour ce qui est des sables qui correspondent aux pistes de trot, eh bien, on en a un peu plus, on en a un peu dans la région et un peu dans le nord-ouest aussi. La vraie difficulté pour ces différents matériaux, c'est évidemment les limites de l'extraction, puisqu'il nous faut bien souvent des autorisations pour pouvoir extraire, qui sont données désormais de façon assez limitée par les autorités de l'État. Et donc les limites devraient assez vite se trouver en termes de consommation. Pour ce qui concerne l'autre ingrédient principal, qui est l'eau, jusqu'à présent on a toujours eu tendance à le considérer comme une ressource renouvelable, ce qui est vrai. Mais bien évidemment, ces dernières années où on a vu la météo varier de façon notable, nous a mis en évidence certains excès de consommation et donc une utilisation de la ressource qui était parfois un peu excessive.
Les différents besoins sont d'abord à la création, puisque quelle que soit la surface sur laquelle on va commencer à travailler, que ce soit des surfaces en sable ou des surfaces en gazonné, il va être nécessaire d'utiliser des matériaux adéquats. Les matériaux de la couche de travail, la couche superficielle, sont prépondérants pour la qualité de l'ouvrage et la qualité de la surface sur laquelle on évolue. Généralement, on va chercher ces matériaux, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction des différentes sources d'extraction, assez loin. Et donc, sur le plan écologique, on a un impact évidemment important, puisque les coûts de transport ne sont pas neutres. Pour ce qui concerne les fondations, bien évidemment, il faut les adapter. Mais généralement, on sait très bien s'en sortir avec des matériaux locaux, dont on adapte les fabrications et avec lesquels on arrive généralement à de bons résultats. Pour ce qui concerne le gazon, bien souvent, dans les 80% des cas, on travaille à partir des sols naturels qu'on essaye d'amender au fil de l'eau par touches successives. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'amender ces différents sols naturels existants? C'est principalement pour essayer de leur donner une certaine perméabilité, puisque l'idée première est d'utiliser tous ces sols, qu'ils soient en sable ou en gazon, par n'importe quel type de temps, pour s'éviter toute interruption de manifestation en cours d'épreuve. C'est d'autant plus vrai avec les courses qui sont désormais retransmises au niveau télévisuel, puisque en France notamment, mais désormais on commence à avoir des diffusions internationales où les créneaux de diffusion sont assez figés et laissent assez peu de marge au décalage des courses. Donc la météo a un impact prépondérant, raison pour laquelle on commence à travailler, on travaille évidemment la géométrie de ces différentes surfaces et pour pouvoir évacuer principalement les eaux pluviales qu'on aurait, qui seraient excessives. Le drainage évidemment a une importance prépondérante et donc l'impact de tous les terrassements et de tous les drainages sur les écoulements naturels n'est pas neutre. Donc tout cela est bien évidemment à étudier très en amont, surtout si les terrains naturels constituent un délaissé de l'agriculture, comme bien souvent, surtout sur la grosse majorité des hippodromes du terrain national. Ce qui est évidemment vrai avec les deux illustrations que je vous ai présentées, il s'agit du Touquet, on est juste en baie de Canche. On est dans un marais et donc l'impact sur les écoulements d'eau n'est pas neutre. Évidemment, on n'y fait pas ce qu'on veut en termes écologiques. En termes d'entretien, plus on soigne l'entretien de ces différentes pistes, plus on va rendre l'investissement durable et de bonne qualité. Je rejoins un petit peu le premier intervenant tout à l'heure, où la plupart du temps, on évite, ou on oublie plutôt, de parler de l'entretien et des coûts d'entretien qui sont afférents dès la conception. Or, à mon sens, c'est une notion primordiale, et de cet entretien va dépendre évidemment la qualité et la longévité de l'ouvrage. Bon, rapidement. Bon, je vous ai donc parlé très, très rapidement des apports qui étaient des entretiens à moyen terme. Les entretiens à moyen terme sont principalement des apports de sable, donc en complément. Il y a évidemment les entretiens à court terme. Les entretiens à court terme, ce sont principalement des arrosages qui doivent être apportés de façon efficace. Et la consommation est elle-même aussi à estimer dès la conception, puisque, je le répète, on essaye de se rapprocher de la plage de marée basse.
Évidemment, pour que les sables soient consommés en moindre quantité, il faut qu'ils se polluent le moins possible. Et pour qu'ils se polluent le moins possible, on demande le plus possible de ramasser les crottins sur les surfaces pour faire en sorte que la matière organique ne vienne pas polluer les différentes carrières. C'est un usage qui commence à se généraliser. Pour un entretien de bonne qualité, il faut évidemment un matériel adéquat et avec une formation d'utilisation. L'impact est important sur les coûts d'entretien, sur les consommations de matériaux et évidemment la longévité de l'ouvrage, une fois de plus, sera assurée. Pour ce qui concerne les solutions alternatives, dans un premier temps, on a cherché à diminuer les consommations d'eau en augmentant la cohésion entre les grains de sable grâce à l'apport de fibres. Ensuite, c'était un système allemand qui a été développé il y a de ça une grosse dizaine d'années de sub-irrigation. Vous en avez un exemple ici au Lion d'Angers sur les carrières de Pontet, où l'eau est apportée par le système de drainage. Donc on diminue bien évidemment les apports d'eau puisque la plupart du temps, tout ce qui est apporté par le dessus, surtout par forte chaleur, il y en a une grosse partie, quasiment 50%, qui s'évapore à peine touché le sol. Ensuite ont été créés, ou assez parallèlement, des consommations d'eau quasi inexistantes, puisque ce sont des Anglais, des Australiens, des Américains qui ont commencé à créer ça, des polytracks. Donc ce sont des surfaces, ce sont des mélanges de principaux de sable, de fibres et de cire qui peuvent réagir un petit peu à la chaleur. Normalement, on consomme assez peu d'eau avec ce genre de surface. Il se trouve que lorsqu'elles réagissent à la chaleur, on est obligé de les refroidir et donc de consommer un peu plus d'eau que voulu. Et puis en dernier lieu, il y a une surface qui a été créée pour cette fois supprimer totalement l'eau et le sable. C'est un procédé qui a été créé en région nantaise à partir de recyclage de pneus qui sont collés et qui semblent donner satisfaction. Yeah. Pour conclure, donc rapidement, la fin de vie des produits est importante pour ce qui concerne le développement durable. Bien évidemment, c'est le sujet de l'éco-conception qu'a évoqué Jérôme tout à l'heure. Le tri des constituants devient assez difficile pour la gestion des déchets. Une réutilisation dégradée peut être une solution, de sorte qu'on recycle, mais bien souvent ce sont déjà des produits recyclés, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue pour savoir de qui, de la poule ou de l'œuf, est le premier. Donc la démarche, l'intégration de la démarche développement durable est à voir dès la conception. L'absence de normes nous offre la possibilité de réfléchir et même l'obligation de raisonner sur chaque projet. Il faut l'adapter au TN. Il n'y a pas de standard développé, c'est plutôt une bonne chose, notamment par rapport à la sélection, pour le sujet que j'ai développé dès le départ, pour une meilleure sélection de la génétique, qui est un modèle français. Je vais m'en tenir là. Je vous remercie.